Bonjour à tous, merci de votre participation à ce dernier webinaire sur le cycle De quoi parle-t-on. Donc aujourd'hui, on voit le langage pédago-numérique avec notre intervenante, donc Béatrice Després. En attendant donc que tout le monde se connecte, je vous invite à vous connecter sur WooClap. Donc c'est un outil, pour ceux qui ne connaissent pas, un outil qui va vous permettre une interaction avec chacun d'entre vous. Donc voilà, vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre ordinateur. Allez à l'adresse dans WooClap, www.wooclap.com/c2rplpn et vous allez avoir un petit message qui dit il n'y a pas de questions pour l'instant. Voilà, pour l'instant pas de questions. Et donc vous laissez tel que, et puis quand il y aura une question, vous allez voir que votre écran s'actualise avec une question qui sera posée en direct sur l'écran. Donc voilà un petit peu le principe de cette séance qui sera interactive. Mais avant donc de commencer la séance, un petit topo donc sur le C2RP que certains encore peut-être ne connaissent pas encore. Donc, avant donc, de parler des grandes missions du C2RP, ce cycle donc, de sensibilisation, il a commencé en septembre et donc il se termine aujourd'hui. L'objectif, c'était de permettre une acculturation des nouveaux mots, du contexte numérique qui s'impose aujourd'hui à nous tous et de pouvoir aujourd'hui donc aborder le langage, mais aussi le blended learning, les plateformes LMS et aussi il y a eu un focal sur les neurosciences. Tous ces éléments-là seront accessibles en replay dès janvier prochain. Vous recevrez une communication en ce sens pour vous informer donc que nous mettons en ligne tous les replays. Vous avez donc l'onglet questions. Il y a déjà une question. Donc, le contenu de la réunion est-il identique à la réunion précédente sur le même sujet? Pas tout à fait, Jacques. Voilà, c'est pour cela qu'on vous envoie lors de l'inscription un petit questionnaire qui demande quels sont les termes que vous voulez que l'on explore. Et justement, donc Béatrice réactualise à chaque fois. Donc, il n'y a pas beaucoup de différences, mais il y en aura quelques-unes. Voilà, Jacques, pour la réponse. Donc, voilà, tous les replays bientôt accessibles sur notre chaîne YouTube. Alors, le C2RP, eh bien, c'est un groupement d'intérêt public financé et présidé alternativement par l'État et la région. Nous sommes administrés par des partenaires sociaux et des acteurs économiques et nous sommes membres du CREFOP et des réseaux des CARIFOREF, donc réseau national. Chaque région oui, toutes les régions aujourd'hui ont leur CARIFOREF. Nos missions principales, c'est de vous accompagner, c'est d'accompagner les acteurs du territoire en produisant des études, notamment avec le pôle observé, donc qui remonte énormément d'informations, qui les triture, qui les analyse et qui les rendent digérables et pour que chacun puisse en tirer des enseignements et adapter aussi envisager éventuellement un impact sur les politiques qui sont menées au niveau de notre territoire. Informer, c'est aujourd'hui par exemple cette session de sensibilisation pour vous informer sur les nouveautés, sur ce qui fait nécessité dans votre métier. Et puis collecter, c'est majoritairement pour cela que vous nous connaissez en premier, c'est-à-dire que nous collectons l'offre de formation, y compris donc par apprentissage. Et il y a également donc un catalogue qui est accessible et que vous consultez très régulièrement. Voilà donc pour les missions principales du C2RP. Je laisse Béatrice donc prendre la main pour aborder donc le langage pédago-numérique. Très bonne séance à tous. Merci beaucoup Sylvie. Et donc bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette séquence Le langage pédago-numérique, de quoi parle-t-on? Donc juste avant de vous présenter un peu les objectifs et de démarrer cette séquence, donc je vous rappelle, puisque là je vois que quelques personnes de connectées, donc pour participer à cette séquence, puisqu'elle sera très interactive, et d'ailleurs interactive c'était un des mots qui était demandé à aborder, donc nous l'aborderons lors de cette séquence.
Donc, n'hésitez pas à ouvrir une page de navigation sur votre smartphone ou PC, donc smartphone de préférence. Vous tapez dans la barre de navigation www.wooclap.com/C2RPLPN, donc où vous allez directement sur l'application WooClap et vous avez en haut sur la gauche un petit onglet dans lequel vous pouvez rajouter un code et à ce moment-là, vous mettez le code C2RPLPN. Donc, comme ça, je vous laisse en attendant encore vous connecter. Donc là, je vois qu'il y a de nouvelles connexions, donc c'est très bien. Vous cliquez, si c'est votre première utilisation, sur « J'ai compris » et ensuite, pour participer à cette séquence, l'application WooClap va vous demander votre pseudo. Donc, soit vous mettez un pseudo, soit vous mettez votre prénom et votre nom. Et ensuite, quand vous cliquez sur « C'est parti », vous aurez une indication comme quoi il n'y a pas encore de questions et que vous pouvez attendre quelques minutes. Donc, je rappelle pour le code, mais peut-être que vous l'avez au niveau du chat si des personnes arrivent et n'arrivent pas à se connecter de suite. Donc, www.wooclap.com, C2RPLPN. Donc là, d'autres personnes se connectent. Alors, avant de vous présenter les objectifs de cette séquence, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, Després Béatrice, je suis dans la formation depuis un peu plus de 17 ans. Et donc, j'ai créé mon activité Instant Formation. Mon ADN et l'ADN de mon activité, c'est principalement d'accompagner et de former toute personne ayant un acte de formation. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne l'ensemble des professionnels de la formation et je les accompagne justement à s'épanouir dans leur mission de formation, de montage de projets et surtout dans leur mission de développement des compétences de leurs équipes. L'accompagnement, alors je le fais dans 3 domaines d'intervention, le conseil et l'accompagnement, puisque j'accompagne à la fois les institutions, les établissements et les entreprises à redéfinir leur stratégie de formation, à redéfinir leurs promesses ou à définir leurs promesses pédagogiques, à définir les incontournables et aussi un peu les directions à prendre dans la digitalisation de la formation selon l'entreprise ou selon l'établissement. Au niveau de l'ingénierie pédagogique, puisque je conçois beaucoup de modules de formation et surtout des parcours. Donc, je peux concevoir pour des entreprises des parcours métiers, des parcours d'intégration, de transformer des parcours existants qui n'étaient qu'en présentiel et je les transforme en blended learning. Et bien évidemment, la troisième partie qui consiste à la formation, puisque je forme les professionnels de la formation sur différents domaines. Ça peut être aussi bien sur le domaine de la FEST, sur le domaine de comment animer des formations, comment transformer ces formations présentielles en blended, etc. Donc là, je vois que de nouvelles personnes se sont connectées. Très bien. Alors, nous allons être ensemble entre 45 et 1 heure et pour aborder justement cette thématique, le langage pédago-numérique, de quoi parle-t-on? Alors, pourquoi cette séquence déjà? Pourquoi cette séquence? Avant tout pour lever l'ensemble de nos confusions et incompréhensions sur le langage pédago-numérique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les mots s'inventent, les mots se réinventent et parfois derrière, nous avons la même définition qu'un mot qui existait depuis quand même pas mal de temps. On y met en plus pas mal d'anglais et parfois, on peut se rendre compte que les mots qu'on utilise, ce n'est pas forcément à bon escient et surtout pas avec la bonne définition. Donc là, ça va être justement permettre de redonner la place et la bonne place aux terminologies actuellement utilisées en pédagogie et en pédagogie numérique. Donc de pouvoir vraiment se dire, bon, oui, quand on parle de ça, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Et s'approprier ou approfondir notre vocabulaire pédagogique, puisque, en effet, vous verrez que certains mots qui vont être abordés, vous les connaissez, vous les maîtrisez. D'autres, peut-être que vous les maîtrisez et vous allez pouvoir les approfondir, en donner encore plus de sens. Et peut-être que parmi, on va aborder de 12 à 14 mots, parmi ces 12 à 14 mots que nous allons aborder, certains seront peut-être nouveaux pour vous et tant mieux aussi. Comment va s'organiser cette séquence? Par un quiz interactif. Quiz interactif, c'est-à-dire que systématiquement, en fait, vous allez avoir le mot
Je vais vous proposer plusieurs possibilités de définition ou d'action, etc. Vous pourrez les sélectionner et ensuite, ce sera d'apporter la bonne réponse et vous verrez que durant cette séquence, nous ferons quelques pauses afin de pouvoir échanger ou si vous avez des questions entre-temps. Donc, comment va fonctionner ce quiz interactif? Et justement, pourquoi on vous a demandé de vous connecter sur l'application WooClap? C'est que pour chaque mot, vous allez avoir une question, d'accord? Et cette question va apparaître sur votre smartphone ou sur votre iPhone. La question posée, vous aurez plusieurs propositions. Donc, n'hésitez pas, et c'est ce qu'on voit sur le second écran, de scroller pour forcément voir si toutes les propositions, vous avez pu les lire. Vous sélectionnez, selon vous, les propositions qui sont correctes. Ensuite, vous appuyez sur le bouton « Valider » qui est tout en bas et vous aurez une confirmation que votre réponse a bien été envoyée. Et ensuite, je vous formulerai la bonne réponse et en donnerai principalement du sens. Donc, voilà un peu comment va se dérouler cette séquence. Alors, d'une part, bon jeu à vous sur ces mots du langage pédago-numérique et je vous souhaite une bonne séquence. N'hésitez pas, bien évidemment, hein, au fur et à mesure de WooClap, de scroller ou d'actualiser pour que la page puisse se rafraîchir et que vous puissiez bien voir à chaque fois les mots. Alors justement, on va commencer par un premier mot qui est modalité pédagogique. Modalité pédagogique, derrière, c'est vrai qu'aujourd'hui, on y met un peu tout et n'importe quoi. Donc, selon vous, dans la liste ci-dessous, cochez les propositions pouvant se déclarer être une modalité pédagogique. Donc, parmi la liste proposée, selon vous, quelles sont parmi ces propositions les propositions qui peuvent vraiment être déclarées comme étant des modalités pédagogiques. Donc, je contrôle, n'hésitez pas si vous me voyez un peu tourner la tête, c'est que je contrôle en même temps, via mon téléphone, que les questions apparaissent bien. Donc là, à chaque fois, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Donc là, je vois que beaucoup de personnes ont déjà répondu, donc j'attends encore quelques secondes pour ensuite vous afficher les bonnes réponses, voir déjà vos propositions, et ensuite afficher les bonnes réponses et de pouvoir vous en donner du sens. Alors, quelles sont vos propositions? Majorité, le présentiel, la classe virtuelle et la FEST. Et les bonnes propositions, les bonnes réponses sont: il existe uniquement et seulement que 3 modalités pédagogiques, que sont le présentiel, le distanciel et la FEST. Donc, je vais vous en donner du sens par la slide suivante. Donc, en effet, en droit de la formation, il n'existe uniquement et seulement que 3 modalités pédagogiques. Ces modalités pédagogiques, pourquoi elles ont ce terme de modalité pédagogique? Parce qu'elles sont reconnues comme actions de formation au sein de droit de la formation. Comment les repérer? Comment les repérer? Et pour les repérer, justement, c'est une question de lieu et de moment entre le formateur et l'apprenant. Première modalité pédagogique, le présentiel, qui est la plus ancienne d'ailleurs. Présentiel, formateur et apprenant sont sur le même lieu au même moment. Autre modalité pédagogique, le distanciel, formation à distance, formation ouverte à distance. Formateur et apprenant sont sur un lieu différent, au même moment ou à un moment différé. Donc, ce que nous faisons actuellement, nous sommes vraiment dans du distanciel, nous sommes à des lieux différents, au même moment. Et enfin, la dernière modalité qui est reconnue comme action de formation depuis la dernière réforme, la FEST, la formation en situation de travail, qu'on appelle aussi formation rapprochée et le terrain comme lieu d'apprentissage, où la formateur et apprenant sont sur le lieu professionnel au même moment ou à un moment différé. Donc c'est vrai que vous pourriez me dire, donc, toutes les autres propositions,
Que sont-elles? Les autres propositions sont en fait des activités, des solutions pédagogiques qui s'intègrent dans chacune de ces modalités pédagogiques, comme le présentiel, le distanciel ou la FESP, parce que c'est vrai qu'en effet, le e-learning, il peut s'intégrer dans les 3 modalités, il n'y a pas de souci, mais ne peuvent pas être déclarés comme modalité pédagogique. Seconde question, second mot, quelles activités et techniques dans la liste ci-dessous sont, selon vous, digital learning? Quelles activités et techniques dans la liste qui s'affiche sont, selon vous, digital learning? Est-ce que réaliser un test sur une plateforme de formation est digital learning? Est-ce que regarder un tutoriel en ligne est digital learning? Selon vous, parmi toutes ces activités, lesquelles sont du digital learning? Je consulte en même temps mon smartphone pour vérifier si ça s'affiche bien. Donc là, quasi toutes les personnes ont répondu. Je vous laisse encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Je vais afficher vos propositions. Alors, vos propositions. Réaliser un test sur une plateforme de formation à distance. Ah, ça a changé. Donc là, maximum de personnes sur cette réponse-là. Regarder un tutoriel, participer à un webinaire, faire 3 minutes de quiz par jour via son téléphone, réaliser un accompagnement individuel. Donc là, c'était réaliser un accompagnement individuel. Donc, OK. Alors, comment définir le digital learning? Le digital learning, et parfois il est confondu justement avec le blended learning. Le digital learning, et je reviendrai sur vos propositions, le digital learning, c'est d'apprendre en utilisant un outil, un support numérique. D'accord? Et le digital learning s'invite dans chacune des modalités pédagogiques via des outils, des techniques, des solutions. Donc, que je sois en présentiel, que je sois en distanciel ou que je sois en formation en situation de travail, la FEST, à partir du moment où pour apprendre, j'utilise mon PC, mon téléphone, une tablette, un casque virtuel, bref, un outil et un support numérique, nous sommes dans du digital learning. Donc, si on reprend les propositions, réaliser un test sur une plateforme de formation à distance, oui, c'est du digital learning, on est bien avec du numérique. Regarder un tutoriel en ligne, oui. Participer à un webinaire, oui. S'entraîner en présentiel via un jeu de rôle, non, parce que là, il n'y a pas, on est bien s'entraîner un jeu de rôle, il n'y a pas l'intervention du numérique, donc non. Demander aux apprenants lors d'un présentiel, et je regarde en même temps parce que, hop, aux apprenants lors d'un présentiel de résumer oralement 3 mots, non, il n'y a pas intervention du numérique. Faire 3 minutes de quiz par jour, oui, c'est du digital. Réaliser un accompagnement individuel en utilisant WhatsApp, là, on est bien aussi sur du digital. Réaliser une écriture collaborative en présentiel avec un tableau numérique et interactif, oui, là aussi, on utilise un support numérique. Nous sommes bien aussi dans du digital. Apprendre via un forum, c'est la même chose. Et consulter les horaires de train via l'application, alors ça, c'est pas apprenant, ça c'est vrai, mais on pourrait dire aussi que c'est du digital. Alors, qu'est-ce que le blended learning? On a vu ce qu'était le digital learning, on a vu ce que sont les trois seules modalités pédagogiques. Maintenant, comment définiriez-vous le blended learning? Est-ce que le blended learning, c'est mélanger dans un même parcours au minima 2 modalités pédagogiques, intégrer des activités digitales lors d'une formation en présentiel,
compléter une formation en présentiel d'une autre modalité. Selon vous, parmi les propositions, donc quand il y a plusieurs propositions possibles, vous verrez qu'il est indiqué sur votre smartphone ou iPhone, comme quoi il y a plusieurs possibilités de réponse. Donc, parmi ces propositions, selon vous, qu'est-ce que le blended learning? Et donc, je vais afficher vos propositions. Le blended learning, mélanger dans un même parcours au minima deux modalités pédagogiques pour la majorité et ensuite compléter une formation en présentiel par une autre modalité, combiner une méthode traditionnelle d'apprentissage à une méthode plus moderne. Donc là, en effet, les trois bonnes réponses sont bien mélanger dans un même parcours au minima deux modalités pédagogiques, compléter une formation présentielle par une autre modalité, combiner une méthode traditionnelle d'apprentissage à une méthode plus moderne. Et je reviendrai sur les autres propositions qui ont été cochées. Le blended learning, appelé aussi formation mixte, formation hybride, formation multimodale, en soi, consiste à intégrer dans un même parcours de formation plusieurs modalités pédagogiques. Nous avons vu qu'il y avait 3 modalités pédagogiques en droit de la formation. Donc, à partir du moment où j'intègre 2 modalités pédagogiques, je suis dans du blended learning. J'intègre du présentiel et de la FEST, je suis dans du blended. Du distanciel de la FEST, je suis dans du blended. Du distanciel du présentiel, je suis dans du blended. Et si on regarde les autres propositions, intégrer des activités digitales lors d'une formation en présentiel, nous sommes dans une modalité pédagogique qui est le présentiel, donc là, il n'y en a qu'une, et en soi, on intègre des activités digitales, donc là, nous sommes dans du digital learning et pas forcément du blended learning. Et donc, pour citer les avantages, en effet, du blended learning, c'est que le blended learning permet à la fois de s'ajuster au plus près des besoins des apprenants. Donc là, nous avons pu voir un peu les mots couramment utilisés, les 3 mots couramment utilisés, et pour revenir sur le digital learning, puisqu'il y avait une des questions d'un participant qui était « Qu'est-ce que le e-learning ?» Et en fait, le e-learning au départ, le digital learning est un peu une évolution du vocabulaire du e-learning, puisque le e-learning au départ était de dire c'est de la formation en ligne en utilisant un ordinateur. Et à partir du moment où les supports pour apprendre ont été beaucoup plus variés, beaucoup plus diversifiés, on est passé sur ce terme justement de digital learning et non plus de e-learning. Et maintenant, le e-learning est souvent résumé pour parler de module e-learning, donc de modules que l'on suit sur PC. Alors, pour résumer un peu ces 3 premiers mots, dans la liste ci-dessous, quelles sont selon vous les activités et techniques qui répondent à la modalité pédagogique distancielle? Donc, selon vous, dans la liste et dans les propositions que vous voyez affichées, quelles sont, selon vous, les activités et techniques qui répondent à la modalité pédagogique distancielle? Réaliser un test en ligne lors d'une formation en salle. Donc, il y a quelques petits pièges, j'avoue, dans certaines propositions. Participer à une classe virtuelle sur la gestion de projet. Répondre à un questionnaire WooClap lors d'une formation en salle. Suivre un module e-learning de chez soi avant le présentiel. Venir 40 minutes à l'avance de la formation en présentiel, s'installer dans une salle et suivre un module e-learning, réaliser un accompagnement individuel via Teams, réaliser un accompagnement en face à face dans un bureau. Donc là, quasi tout le monde a répondu. Je vais pouvoir afficher vos différentes propositions. Animer un atelier lors d'une formation en présentiel qui nécessite que les participants recherchent les informations
via le net. Donc là, en fait, ça résume cette question afin de ne pas confondre distanciel, digital learning et blended learning. Alors, réaliser un test en ligne, donc désolé, je regarde en même temps sur mon téléphone pour avoir tous les mots, réaliser un test en ligne lors d'une formation en salle. Donc là, réaliser un test en ligne lors d'une formation en salle, nous sommes dans du digital. Vous vous souvenez, distanciel, formateur et apprenant sur des lieux différents, sur des lieux différents et au même moment ou pas au même moment. Donc, les bonnes réponses sont participer à une classe virtuelle. Classe virtuelle, nous savons que formateurs et apprenants ne sont pas au même endroit. Suivre un module e-learning de chez soi, forcément, là, on est sur du distanciel et en plus à des moments différents. Venir 40 minutes avant le démarrage d'une formation en présentiel, donc là, c'était un peu piégeant. Je me mets dans une salle et je suis un module e-learning. Je suis aussi là en distanciel. Réaliser un accompagnement individuel via Teams, nous sommes bien aussi dans du distanciel. Formateurs, apprenants sont sur des lieux différents et là, au même moment. Réaliser un atelier de travail lors d'une classe virtuelle, nous sommes aussi en distanciel. Si je regarde vos propositions, donc, qui était répondre à un questionnaire WooClap lors d'une formation en salle, nous sommes dans du digital learning, nous sommes dans une formation en salle et on met en place le numérique. Donc, distanciel, c'est bien formateur et apprenant sur des lieux différents, au même moment ou à un moment différé. Alors, bien évidemment, dans cette séquence, le langage pédago-numérique, de quoi parle-t-on, il y a un petit podium. C'est pour ça qu'on vous a demandé votre pseudo, votre nom et où en sommes-nous. Donc, en premier, Sylvie avec 33 points, puis FG avec 30 points, et aussi Élodie avec 30 points. Donc, alors, sachez, Élodie et FG, que vous n'êtes quand même pas très loin de Sylvie, donc à 3 points, et vous êtes là, égalité. Donc, allez-y, continuez, et n'hésitez pas pour les autres participants de continuer à jouer et de gagner des places. Alors, autre question, qu'est-ce qu'un LMS? Learning Management System. Une application pour créer des e-learning, une application mobile pour répondre à des sondages, un logiciel avec des normes spécifiques, un logiciel qui permet de fournir l'accès à des formations en ligne, un logiciel qui permet de gérer, organiser, tracer des formations. En fait, cette question, c'est justement, je veux dire, à l'origine, qu'est-ce que vraiment un LMS? Learning Management System. Donc là, ok, là ça répond assez vite. Donc je vais bientôt afficher vos propositions. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Alors, vos propositions. Une application pour créer des e-learning. Donc ça, c'est pas ce qui revient le plus, mais sinon, un logiciel qui permet de fournir l'accès à des formations en ligne, un logiciel qui permet de gérer, organiser et tracer les formations, les participants, les résultats. Et en effet, les bonnes réponses, c'est bien, d'une part, un logiciel avec des normes spécifiques, parce que des normes qui, en effet, analysent des données, un logiciel qui permet de fournir l'accès à des formations en ligne, un logiciel qui permet de gérer, d'organiser, de tracer les formations. Et je reviendrai aussi, une application mobile pour répondre à des sondages. C'est en effet, c'est peut-être les nouvelles fonctionnalités des LMS, mais au départ, qu'est-ce qu'un LMS? Un LMS, Learning Management System, c'est learning apprentissage, d'accord? Donc on est bien sur de la formation en ligne, management qui se traduit par organiser et gérer, et système, donc logiciel et solution. Donc en somme, un LMS, c'est bien une solution, un logiciel qui permet d'organiser et de gérer les formations en ligne.
Aujourd'hui, LMS, au lieu de LMS, on entend parler LCMS. Donc, LCMS permet de créer des modules e-learning. Donc, ça, c'est arrivé peu de temps après les LMS. Mais sinon, on parle beaucoup aujourd'hui de LXP, de LEP, d'accord, comme plateforme d'apprentissage à distance. Ces LEP, ces LXP que vous entendez, ou vous allez entendre beaucoup, beaucoup maintenant, sont en tout cas des LMS avec de nouvelles fonctionnalités, mais elles restent des LMS. Donc, ces plateformes de solutions en ligne sont bien, en effet, avec des accès paramétrés, des accès spécifiques. Souvent, on y accède par identifiant et mot de passe, donc on est bien sûr de l'accès individuel. Logiciel qui permet de se former en ligne, donc logiciel qui, en effet, met à disposition des apprenants des ressources pédagogiques, tout type de ressources pédagogiques, que ce soit des vidéos, que ce soit des quiz, des évaluations, des questionnaires, que ce soit des documents, que ce soit des tableurs, que ce soit des PDF, que ce soit des bref, tout type de présentation. LMS qui permet d'organiser la formation, c'est-à-dire de séquencer, de rendre l'apprentissage progressif, de donner accès à certaines ressources, pas à d'autres, de libérer certaines ressources pendant un temps et ensuite d'en libérer l'accès. Et bien évidemment, le suivi, parce que les plateformes LMS permettent de suivre chaque apprenant, donc quelles ressources il a consultées, quelles difficultés il rencontre, et aussi d'aller sur de la communication. Au niveau des LMS, donc là, je vais rajouter le terme ENT, puisque dans les établissements, on entend souvent parler de ENT, espace numérique de travail, et non pas de LMS. Le LMS est quand même un terme utilisé fort en entreprise, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ENT, de toute façon, un espace numérique de travail, est en soi un LMS dans le milieu éducatif, ni plus ni moins, qui intègre un établissement ou plusieurs établissements. Et à la différence, en fait, c'est que l'ENT, souvent, est diversifié dans ses fonctionnalités, puisque à la fois, il y a souvent dans l'ENT de la communication en plus sur l'établissement, de l'accès aux notes, de l'accès à des cahiers de liaison pour les parents, emploi du temps. Bref, les fonctionnalités sont très variées aussi. Alors, autre question, il est de plus en plus préconisé de rendre nos formations digitales. Mais qu'est-ce que la formation digitale? C'est utiliser le digital lors du présentiel, c'est un autre nom utilisé pour la réalité virtuelle, c'est un autre nom utilisé pour la réalité augmentée, c'est associer le meilleur de l'humain et du digital. Qu'est-ce que le digital? Donc là, les réponses arrivent assez rapidement. Donc, je vais afficher vos propositions. Le digital, c'est utiliser le digital lors du présentiel et aussi c'est associer le meilleur de l'humain et du digital. Donc, en effet, les bonnes réponses sont bien la 1 et la 4. Et c'est vrai qu'on voit quand même depuis le début de cette séquence que entre les mots que nous utilisons, quand même, on aime bien aussi inventer de nouveaux mots. Donc, les bonnes réponses, c'est utiliser le digital lors du présentiel. Donc, vous allez me dire, c'est du digital learning. Oui, en effet, le digital est du digital learning avec en plus autre chose. Donc, le digital, ce qu'il faut savoir, c'est que le digital, quand même, est né dans les années, au début vers les années 2010, et principalement dans le domaine du commerce, à partir du moment où vous avez vu les bornes où chacun pouvait être sur un lieu physique et consulter à la fois ses commandes ou le catalogue via des bornes, on a parlé de digital. Donc, c'est vraiment né dans le milieu du commerce au départ. Et c'est inviter le digital dans un environnement physique. Donc, nous sommes bien aussi là dans du digital learning. Mais en plus, le digital prône le côté relationnel, humain
et apprenant dans l'utilisation du digital. Donc, ce n'est pas d'utiliser le digital pour le digital, mais c'est à la fois aussi de permettre aux apprenants, lors d'un présentiel, de prendre en main le numérique, de se familiariser avec le numérique. Donc, au-delà, je dirais, d'utilisation du digital, c'est permettre aussi aux apprenants d'être en présentiel et de pouvoir s'approprier davantage le numérique. Alors, en cherchant un centre, un organisme de formation pour réaliser ma formation, je constate que certains déclarent dispenser des formations personnalisées, d'autres des formations individualisées. Quelles sont les différences? La formation personnalisée naît du contexte, environnement, expérience, personnalité, acquis, besoin, aspiration de l'apprenant, pas la formation individualisée. La formation individualisée naît du contexte, environnement, expérience, personnalité, acquis, besoin, aspiration de l'apprenant, pas la formation personnalisée. Et donc, c'est vrai que sur cette thématique, quand on regarde les programmes de formation ou autres, à la fois, beaucoup déclarent faire soit de la formation personnalisée, soit de la formation individualisée. Et qu'est-ce que réellement la formation personnalisée ou individualisée? Et je laisse encore quelques secondes aux derniers participants pour pouvoir répondre. Je contrôle en même temps sur mon smartphone si tout est OK. Dans l'affichage de la question. Alors, personnalisé, individualisé. Quelles sont les différences? Je vais afficher vos propositions. Donc, la formation personnalisée naît du contexte, environnement, expérience, personnalité, acquis, besoin, inspiration, etc. de l'apprenant, pas la formation individualisée, la formation individualisée, etc. Donc, majorité des réponses sur la première proposition. Et en effet, la bonne réponse est la première proposition. Quel sens vous en donnez et quelle différence faire, en effet, entre les deux? La formation personnalisée, en effet, ça prend vraiment le dispositif et les contenus de formation prennent vie après et seulement après la prise en considération de la singularité de l'apprenant. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je connais mon apprenant, je connais son expérience, je connais ses aptitudes, je connais ses acquis, je connais ses aspirations, ses besoins, etc., je peux, à partir de ce moment-là, créer un dispositif, créer un contenu. Et on parle dans ce cas-là de formation personnalisée. Si on fait le parallèle avec le textile, on pourrait vraiment dire que la formation personnalisée est du sur-mesure. D'accord? Nous sommes en 2021, je souhaite demain participer à un événement. En effet, un événement soit à thème ou autre, je vais prendre une tenue qui correspond à la saison, si nous sommes en hiver, qui correspond à l'événement, qui correspond à ma corpulence, à ma taille à l'époque, qui n'est sans doute pas celle quand j'avais 20 ans. À la différence de la formation individualisée, où là, le dispositif et les contenus de formation prennent vie avant la prise en considération des éléments de l'apprenant. Alors, on va dire, tiens, pourquoi on utilise individualisé? Ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas de la formation. C'est pour ça que c'est cette notion d'information individualisée, c'est qu'à ce moment-là, l'apprenant va pouvoir sélectionner un peu ce qui lui convient le mieux, l'organisation qui lui convient le mieux, mais en tout cas, les contenus et le dispositif sont préexistants avant qu'il ne choisisse. Et c'est pour ça, pour refaire de nouveau le parallèle avec le textile, on pourrait dire qu'en effet, la formation individualisée est un peu comme le prêt-à-porter. C'est-à-dire que vous avez toute une gamme déclinée en taille, déclinée en couleur, et vous allez prendre ce qui vous convient le mieux au moment où vous le choisissez. Alors, le podium, où en sommes-nous? AFG a pris le relais
Et en première place, donc FG a dépassé Sylvie, Elodie, donc qui suit à nouveau FG de quelques points, et Marie qui prend ce podium sur les 3 premières positions. Donc, n'hésitez pas à continuer. Alors, y a-t-il des questions avant de continuer sur les autres mots? Oui, Béatrice, une question donc de Jacques qui nous demande quelles sont les principales plateformes LMS. Alors, il y en a plus de 1500, Jacques, de plateformes LMS. Donc, citer, en fait, et je peux, alors d'une part, je ne me permettrai pas d'en citer les principales, j'en ai déjà soit installé, soit utilisé, je dirais couramment 5 à 6. Maintenant, les principales, allez, je pense que tout dépend ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on en veut une open source ou est-ce qu'on en veut une propriétaire? D'accord? Si vous partez sur l'open source, ben oui, la plus connue, on sait très bien que c'est Moodle. Si vous parlez sur une LMS propriétaire, dans le monde éducatif, il y a It's Learning quand même qui est quand même assez connu. Il y en a plein d'autres. Enfin, il y a plus de 1000 plateformes LMS. Et ensuite, les principales, je dirais, c'est tout dépend en fait de l'utilisation que vous voulez faire de l'LMS. Et si vous souhaitez voir un peu toutes les LMS qui existent avec leurs fonctionnalités, n'hésitez pas à aller sur le site Capterra, donc c'est capterra.com. Et en fait, ce site capterra.com référence tout type de logiciel. Et si vous tapez LMS, ben vous allez avoir des plateformes qui sont LMS, sont présentées avec leurs différentes fonctionnalités. Mais vous dire quelles sont les principales, alors quelles sont les principales en France par rapport, par exemple, à d'autres pays, mais c'est vrai que tout dépend si on est aussi en entreprise ou dans le milieu éducatif. En entreprise, Corp Academy est fort utilisé, Future Skill est fort utilisé aussi en entreprise, bref, mais il y en a quand même très beaucoup. Enfin, il y en a quand même beaucoup, pardon. Donc, excusez-moi. Et là, je ne réponds pas à votre question, Jacques, mais la quantité est quand même énorme de LMS aujourd'hui. Oui, c'est d'ailleurs des conseils que vous donnez aussi dans je dirais, la séance qui est dédiée au LMS. LMS, voilà, qui sera accessible en replay prochainement, Jacques. Et c'est vrai que ça dépend aussi de l'utilisation que l'on veut en faire et aussi des valeurs. Hein. On peut être uniquement open source ou pas. Ça dépend vraiment des choix de la structure. Et donc, ce n'est pas dans notre rôle de privilégier plutôt une ou l'autre. Voilà, donc on vous laisse avec ces informations-là pour faire votre idée, et faire votre choix en fonction de l'utilisation que vous souhaitez. Merci en tout cas Jacques pour cette question. J'invite les autres participants à poser des questions, hein, si vous en avez. N'hésitez vraiment pas, il y a des pauses qui sont justement aménagées pour permettre cet échange. Voilà, je vous laisse continuer, Béatrice. Allez, on continue. Alors, autre question. Quelles sont les différences entre un MOOC et un SPOC? Aucune. Le SPOC est la traduction en espagnol du mot MOOC. Le MOOC est souvent une formation en ligne personnalisée et individualisée, pas le SPOC. Le SPOC est souvent une formation en ligne personnalisée et individualisée, pas le MOOC. Donc, selon vous, parmi cette liste, quelles sont les bonnes propositions? Quelle est la différence entre un MOOC et un SPOC? Donc là, les réponses arrivent. Je vous laisse encore quelques secondes. Deux secondes. Alors, vos propositions. Le SPOC est souvent une formation en ligne personnalisée et individualisée, pas le MOOC. Le SPOC s'adresse à un public restreint d'apprenants et souvent spécialisé, pas le MOOC. Donc, en effet, la majorité des réponses sont les bonnes, puisque le SPOC alors le SPOC, de toute façon, suit un schéma du MOOC, hein, ça n'est plus ni moins. Mais par contre, en effet, c'est souvent une formation en ligne personnalisée, individualisée et qui s'adresse à un public restreint.
Si on reprend la définition du MOOC, le MOOC, formation en ligne proposée par des universités ou organismes de formation gratuite. Par contre, la base est gratuite, mais souvent, quand on va obtenir le certificat ou autre ou un accompagnement, c'est payant. Ouverte à tous et surtout ouverte à un très grand nombre, à la différence du SPOC, sans prérequis, durée limitée comme tout, et permet d'avoir accès à des contenus, des quiz, des cas pratiques, etc. À la différence d'un SPOC, qui là, en effet, il y a le terme de le P qui représente le terme de privé. Donc, c'est bien une formation qui a le même format et configuration d'un MOOC, à la différence qu'il est privé et réservé à un groupe de personnes dans une même entreprise, souvent, et qui permet d'accorder aussi formation personnalisée, individualisée, parce qu'il y a un suivi beaucoup plus important. Donc, simplement pour vous relater une de mes expériences, dans une entreprise où l'installation d'une LMS, j'ai mis en place justement un MOOC, mais qui était plus un SPOC, donc toute la configuration d'un MOOC, mais qui était pour une promo talent, d'accord? Et une promo, c'était un parcours pour 15 personnes, un profil évolutif pendant 1 an. Et donc, en effet, c'était la même structure, la même configuration d'un MOOC, mais à la fois, ça ne leur était accès qu'à cette promo-là, et il y avait un suivi beaucoup plus régulier par rapport aux ressources qui étaient consultées, par rapport à l'accès de certaines ressources avant, par exemple, d'aller en présentiel. Alors, mon entreprise ou mon établissement déclare pratiquer le BYOD ou PAP. En quoi consiste cette pratique? Donc là, c'était un mot qui avait été demandé justement pour cette séquence d'aujourd'hui. Donc, mon entreprise ou mon établissement déclare pratiquer le BYOD ou PAP en français. En quoi consiste cette pratique? Pratique qui consiste au fait que je peux utiliser mon smartphone au sein de l'établissement ou de l'entreprise à des fins personnelles. Je peux apporter mes supports numériques personnels au sein de l'entreprise ou de l'établissement et les utiliser à des fins professionnelles ou éducatives. L'entreprise ou l'établissement met à ma disposition des supports numériques. Alors, qu'est-ce que le BYOD? Et en anglais, même si mon anglais n'est quand même pas des plus fabuleux, le Bring Your Own Device. Et je vous laisse encore 2 secondes avant d'afficher. Alors, vos propositions. L'entreprise ou l'établissement met à ma disposition des supports numériques que je peux utiliser à des fins professionnelles ou éducatives. Je peux apporter mes supports numériques personnels au sein de l'entreprise et ou de l'établissement et les utiliser à des fins professionnelles ou éducatives. Donc là, maximum 2 réponses sur ces 2-là. La bonne réponse est la 2. Je peux apporter mes supports numériques personnels au sein de l'entreprise et ou de l'établissement et les utiliser à des fins professionnelles et ou éducatives. Sachez que la proposition, l'entreprise ou l'établissement met à ma disposition des supports numériques, etc., que je peux utiliser à des fins personnelles et éducatives, n'est pas du BYOD. Alors, qu'est-ce que le BYOD? Bring Your Own Device, ou en français, le PAP, qui signifie prenez vos appareils personnels. Alors, c'est vrai que c'est une pratique qui est née au milieu des années 2000, vers les années 2005, principalement aux États-Unis, et cette pratique est principalement née par le fait que de plus en plus d'apprenants, de plus en plus de salariés avaient leur propre matériel numérique personnel. Donc, c'est en soi un peu de cette façon-là qu'est née cette pratique. Consiste à utiliser son équipement numérique personnel sur le lieu de travail ou de formation à des fins professionnelles et ou éducatives uniquement. Donc, c'est-à-dire que demain, vos apprenants dans vos établissements ou vos apprenants ou vos salariés dans votre entreprise viennent avec leur propre matériel personnel pour les utiliser à des fins professionnelles ou éducatives selon si on est dans un environnement d'entreprise ou établissement. Quels sont les avantages?
Quels sont les avantages et des avantages aussi à mesurer, puisque vous verrez après les points de vigilance. L'efficacité car maîtrise du support numérique. D'accord? Donc, ce qui a été surtout reconnu, c'est cette notion que les apprenants ou les salariés connaissent l'appareil, le maîtrisent bien. Donc, en effet, il y a une appropriation et une fluidité et une maîtrise de l'outil qui permet d'être, entre guillemets, plus performant. Satisfaction car support répond aux attentes. Et donc là aussi, c'est parce que ce soit vos apprenants dans les établissements ou les salariés en entreprise, on entend souvent de dire que oui, le matériel qu'on utilise dans les établissements ou dans les entreprises ne sont pas de dernière génération, sont vétustes, sont lents, etc. Et donc là, quand on vient avec son propre appareil, ben, on l'a choisi, forcément, donc il y a une certaine satisfaction par rapport à ça. Au niveau de l'établissement ou de l'entreprise, diminution des coûts en achat de terminaux. Et j'ai bien précisé en achat de terminaux, parce qu'on verra ensuite les points de vigilance que ce n'est pas forcément qu'une diminution de coûts, puisque, en effet, si on accepte que chacun apporte son appareil numérique, on a intérêt d'avoir aussi l'infrastructure qui y répond. Flexibilité et accélération d'un apprentissage continu, parce qu'en soi, quand je viens avec mon propre appareil sur le lieu du travail, ça veut dire que l'entreprise ou l'établissement accepte aussi que je télécharge les logiciels de l'établissement ou autre sur mon propre appareil. Donc, si sur votre établissement, vous avez un LMS, vous permettez à vos apprenants d'accéder et de télécharger l'application LMS sur son propre portable, que ce soit téléphone ou autre. Quels sont les points de vigilance? Points de vigilance, c'est, et qui ont été le plus souvent relevés, c'est l'inégalité. Parce qu'en effet, que ce soit apprenants et salariés, chacun n'aura pas le même appareil selon ses ressources. Et donc, en effet, il y a quand même une certaine inégalité qui peut se creuser. Et aussi, adapter les infrastructures. Parce que, à partir du moment où on permet, ou en tout cas que tout ce qui est numérique, on permet de m'apporter d'utiliser mon propre équipement numérique, est-ce que j'ai suffisamment de bornes Wi-Fi qui puissent, en effet, être en capacité de gérer le nombre d'ordinateurs? Est-ce que j'ai suffisamment de prises pour recharger les PC, les portables et autres? Et aussi, est-ce que les règles d'utilisation sont claires et sont vraiment mises en place? Et je pense que c'est surtout ça, à partir du moment où on met cette pratique en place, c'est surtout vraiment d'être en accord sur les règles d'utilisation et de fonctionnement. Qu'en est-il du filtrage des contenus? Est-ce qu'on laisse accès à tout? Ou est-ce qu'il y a certains contenus qui sont filtrés? Qu'en est-il de la protection des données? Pareil, maintenance des supports numériques personnels et services associés. Je viens avec mon propre portable, quelqu'un me bouscule, mon PC tombe, il se casse. Quelle est la garantie à partir du moment où c'était sur le lieu professionnel ou l'établissement? Et aussi, même si l'avantage c'est flexibilité, accélération d'un apprentissage continu, je pense qu'à partir du moment où on a tout sur un même support, que ce soit au niveau de l'établissement, que ce soit au niveau professionnel et personnel, la séparation de la vie privée, professionnelle et éducative, quand même, est très réduite. Alors souvent, les points de vigilance et souvent les remontées sont, ben oui, de toute façon, on ne préfère pas, nous, utiliser cette pratique parce que les apprenants ou les salariés euh, seront davantage tentés d'aller consulter leurs données personnelles plutôt que professionnelles. Et en fait, dans toutes les études, le constat a été qu'au loin de là, de toute façon, chacun a son portable, donc s'il veut consulter en soi, face au téléphone ou sur smartphone, il peut. Mais en tout cas, le point de vigilance et la crainte que beaucoup ont, c'est pas vraiment ce qu'on constate dans la pratique et dans la réalité. Donc maintenant, demain, vous souhaitez installer justement cette pratique, c'est avant tout de se dire quelle finalité, quelle utilisation et quel coût avant tout pour accepter ce type de pratique. En 2009, Inclusion Europe a créé la méthode FALC. Que signifie l'acronyme FALC? Alors juste avant, je vais revenir, j'ai oublié d'indiquer, juste avant, je vais revenir quand même sur cette partie-là, puisque certains disaient la mise à disposition des appareils. Sachez que maintenant, il existe ce qu'on appelle le CYOD, le Choose Your Own Device. Et ça, en fait, c'est de mettre à disposition des apprenants dans les établissements ou des salariés en entreprise un catalogue qui reprend différents PC, différents smartphones et qu'on propose et que l'établissement prend en charge, en effet,
de remettre à l'apprenant. Mais il y a plusieurs choix, ce n'est pas qu'un PC ou un téléphone. Alors, en 2009, excusez-moi, Inclusion Europe a créé la méthode FALC. Que signifie l'acronyme FALC? Faire apprendre, lire et comprendre, facile à lire et comprendre, favoriser l'apprentissage, l'écriture et le calcul. Que signifie le terme FALC? Et encore quelques secondes pour avoir les différentes réponses. Alors, que signifie FALC? Facile, faire apprendre, lire et comprendre, facile à lire et comprendre. En effet, la bonne proposition est bien facile à lire et comprendre. La méthode FALC signifie facile à lire et comprendre. Elle est née aux États-Unis dans les années 70, d'accord, et plus en France dans les années 2009. Et en fait, au départ, ça a consisté de simplifier un texte, et c'était surtout de simplifier un texte. Pourquoi? Pour les rendre accessibles et compréhensibles et permettre aux personnes qui en prennent connaissance d'être autonomes et en action. Et donc, au départ, ces méthodes, a été principalement mise en place pour justement les personnes qui pourraient souffrir d'illettrisme, les personnes à la fois avec des troubles intellectuels ou neurologiques, et aussi les personnes étrangères qui, arrivant dans un pays, ne maîtrisaient pas la langue. Les règles d'un FALC: utiliser des mots courants et précis, associer des textes aux mots d'une image ou d'un pictogramme, faire des phrases courtes, clarifier, différencier la présentation, diffuser uniquement le message essentiel. Donc, pour vous en donner un exemple, la méthode FALC, donc, on est bien sur la simplifier un texte pour que chaque personne puisse le comprendre et être autonome en le lisant. Vous avez sur la gauche le texte initial. Le versement de l'administration est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits de demandeur à l'encontre. Bref, je vous épargne la suite. Et donc là, la première étape qui consiste à simplifier le texte, ça va être de renommer le texte, la règle, l'étaper le loyer au propriétaire à la place du locataire. Et si on continuait ce texte-là, donc là je vais vous prendre un autre exemple qui consisterait, en plus du texte, de pouvoir y ajouter des pictos qui puissent être compréhensibles et permettre à chaque personne de comprendre le message. Alors, dernière question, et c'était une des questions qui était demandée. Au sens pédago-numérique, quelles activités dans la liste ci-dessous peuvent se déclarer comme étant interactives? Dans la liste proposée, selon vous, quelles activités peuvent se déclarer comme étant interactives? Et ensuite, nous accéderons au dernier podium. Voir si FG, Elodie ou Marie sont toujours sur les 3 premières marches du podium, ou si d'autres personnes ont pu prendre la place. Alors, au sens pédago-numérique, quelles activités dans les ci-dessous peuvent se déclarer comme interactives? Vos propositions. En présentiel, je vérifie en créant une question ou clap la compréhension chez mes apprenants d'un concept et je réactive les points clés. Je dépose sur un espace commun un tuto qui démontre, etc., comment parler. Donc là, pour 3 personnes, OK. Les bonnes propositions, en effet, c'est bien la 2 et la 4. Au niveau de l'interactivité,
et c'est vrai que souvent on dit ne pas confondre interactivité et interaction. L'interactivité est aussi née et s'est développée beaucoup quand même avec le numérique. L'interactivité qui consiste et est associée aux nouvelles technologies. Et en fait, l'interactivité, ça désigne bien là où les relations avec les outils numériques et leur environnement extérieur, qu'ils soient humains ou autres. Et en effet, l'interactivité, c'est bien d'utiliser l'activité numérique, technologie, mais mettre l'apprenant en action. Engager l'apprenant, mais pas simplement le mettre en action et simplement qu'il appuie, c'est engager l'apprenant afin que son action ait une conséquence positive sur son apprentissage ou son comportement. Ce qui veut bien dire que la mise en place d'une activité interactive, elle nécessite qu'il y ait de la coopération, de la collaboration, qui réclame une réaction, mais surtout, principalement, afin que l'apprenant produise un contenu, réalise un objectif, acquiert ou rende une connaissance, évaluer un acquis. Donc il y a bien quand même une action, mais qui a une répercussion, une conséquence sur l'apprentissage de l'apprenant. Alors, où en est le podium? Donc, nous avons Olivier qui a pris la seconde place. Donc, nous avons, et bravo FG, FG avec 52 points en tête, suivi de Olivier et aussi de Sylvie. Donc là, je vais simplement vous poser une dernière question avant de donner la main à Sylvie. Résumer en quelques mots, donc là, on a vu une petite dizaine de mots. Résumer en quelques mots, justement, votre ressenti sur le moment que vous venez de vivre sur le langage pédago-numérique. Donc là, je vous laisse noter un mot et l'envoyer. Vous pouvez en noter plusieurs et les envoyer au fur et à mesure. Et après, j'afficherai vos différents commentaires et laisserai la main. Je vois les mots avant vous. Il y en a qui est beau. Oxygénant. Merci beaucoup. Alors, je vais afficher les différents mots. Liste des mots, j'ai pu constater que j'ai appris beaucoup. Merci. Merci à vous, surtout d'avoir participé et puis des bonnes réponses. Interactif, dynamique, génial, oxygénant. Beaucoup de vocabulaire nouveau, très intéressant, super. Instructif, très intéressant et bien animé. Merci. Instructif. Ok. Écoutez, moi, je vous remercie aussi pour toutes ces bonnes réponses parce que en soi, vous aviez à chaque fois des bonnes réponses. J'ai passé aussi moi-même un beau moment, donc merci pour ce moment passé ensemble. Et je profite pour la période pour vous souhaiter de très bonnes fêtes et puis au plaisir de se retrouver dans de prochaines séquences De quoi parle-t-on. Merci à vous et je vous laisse la main, Sylvie. Merci Béatrice. Alors juste avant de conclure, une petite remarque de Jacques oui. qui a réagi donc sur le. Alors je sais pas votre anglais, donc je maîtrise pas l'anglais. Je vais parler du PAP. Qui dit remarque typiquement pour mettre en place ou pour mettre en œuvre WooClap. Et c'est vrai que c'est aussi une utilisation que l'on peut retrouver, mais j'imagine pas seulement. Et ça pourrait faire l'objet d'un temps plus long pour aborder justement toutes les utilisations qu'on peut faire du PAP. Voilà, oui, et la structure qu'il faut mettre en place, tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord.
Voilà. Donc, alors pour conclure, je vous remets donc tout de suite les liens donc sur le C2RP pour nous suivre, donc les flux RSS, notre chaîne YouTube, le C2 Actu sur lequel vous êtes généralement déjà inscrit, le C2 Presse, l'offre de formation et également donc une nouveauté puisque le C2RP met en place une chaîne dédiée au podcast. C'est tout nouveau, donc ça arrive. Ça fait partie donc, des nouveautés donc, pour 2022 où on va créer des rendez-vous réguliers qui sont en relation donc, avec l'innovation, mais pas que, sur la modalité donc, du podcast. Voilà, donc pour rester en lien aussi avec l'innovation, nous avons une page dédiée à l'innovation où vous pourrez trouver des informations pour vous informer. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu sur le web. On fait des requêtes sur tout ce qu'il y a sur le web. C'est parfois difficile d'assurer une veille, donc on a, nous, les outils pour faire remonter les informations qui seraient en relation, en tout cas, avec tout ce qui concerne l'innovation pédagogique. Vous avez aussi des exemples de projets innovants qui sont initiés sur le territoire et vous avez des éléments aussi pour passer à l'action. Vous avez aussi à cet endroit donc toutes les structures qui peuvent vous accompagner dans vos projets, mais également donc les appels à projets dans ce domaine. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le service professionnalisation c2rp.fr. Donc, en tout cas, ce service à cette adresse-là, vous aurez une réponse. C'est le service aussi qui gère ces webinaires et qui fait en sorte que tout se passe au mieux. Donc, merci à eux. Et voilà, donc également, je rejoins Béatrice, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup pour votre participation tout au long de ce cycle qui a apporté pas mal de réponses à chacun, aussi bien sur le blended learning, sur les LMS, sur les neurosciences et sur le langage pédago-numérique. Vous retrouverez tout ça en replay donc dès début janvier. D'ici là, je vous souhaite de très agréables fêtes de fin d'année. Au revoir et à très bientôt donc au C2RP. Au revoir. Merci, au revoir.